Président. Mes chers collègues, avant de commencer, je voudrais, parce que généralement on conclut par cela, et j'aimerais d'abord remercier mademoiselle Marchand qui m'a accompagné pendant toutes ces petites semaines et qui a supporté avec moi ce rythme infernal auquel faisait référence monsieur le Président. Il n'est pas forcément usuel, je n'insisterai pas, je l'ai dit dans mon rapport, que les différentes commissions qui se sont saisies pour avis ou au fond travaillent sur un texte qui, avant le 9 décembre, n'existait juridiquement pas. La commission des affaires culturelles, donc monsieur le Président l'a rappelé, et de l'éducation a choisi de se saisir de ce projet de loi pour une république numérique. À l'évidence, le numérique a bouleversé et bouleverse encore le secteur culturel et sportif, de la même façon qu'il a bouleversé notre économie ainsi que l'exercice des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Nous y reviendrons. Plusieurs articles de ce projet de loi concernent, monsieur le Président l'a souligné, très directement les compétences de notre commission, les articles 17 et 18, qui ont trait à l'édition scientifique et à la recherche, les articles 22 et 23 qui portent sur les plateformes numériques, et enfin l'article 42 relatif, pour utiliser un terme qui ne froissera personne, relatif aux compétitions de jeux vidéo. Je commencerai donc, pour aller à l'essentiel, par évoquer l'article 17 du projet de loi, qui, cet article, a fait couler beaucoup d'encre, parfois virtuelle, au cours de la consultation citoyenne qui a été organisée autour de ce projet de loi. Il faut s'en féliciter d'ailleurs. Je note que nos concitoyens ont eu beaucoup plus de temps, d'ailleurs pour nous, pour examiner ce texte. Si cette consultation s'est à l'évidence révélée très utile, il me semble toutefois, je le dis très honnêtement, dommageable que si peu de temps ait pu être alloué au travail parlementaire. Malgré ces délais contraints, nous avons pu entendre donc de nombreux représentants, de très nombreux représentants même de l'édition scientifique et de la recherche. Tous s'accordent à dire que l'article 17 présente une avancée majeure pour la connaissance scientifique. Même les éditeurs sont acquis à l'idée de permettre aux chercheurs, nonobstant une cession de leurs droits à l'éditeur, de mettre à disposition du public leurs écrits scientifiques afin qu'ils puissent être lus par tous. Il ne faut donc pas tomber dans des procès qui pourraient s'avérer de faux procès. Avec, bien sûr, ne le cachons pas, deux limites pour préserver l'activité d'édition scientifique. D'une part, la forme de l'écrit mis à disposition du public ne peut être celle qui a été retravaillée par l'éditeur et publiée. D'autre part, sauf si l'éditeur y consent, la mise à disposition ne peut être effectuée avant un certain délai pour permettre à celui-ci de tirer profit de la publication. Profit commercial s'entend. C'est donc sur ce dernier point d'ailleurs que le débat a achoppé, les éditeurs considérant qu'un délai de 6 mois pour les sciences, la technique et la médecine et de 12 mois pour les sciences humaines et sociales est trop court pour leur permettre de générer suffisamment de bénéfices sur l'écrit publié. A l'inverse, certains chercheurs souhaiteraient aller plus loin et permettre la mise à disposition au public dès la publication de l'article dans une revue. Ce dispositif tel qu'il est prévu dans la loi satisfait donc tout le monde sur le principe, mais personne dans ses modalités. C'est, je crois, la preuve qu'un équilibre a été atteint. En dépit de ce débat particulièrement vif sur les délais, ce dispositif est porteur, reconnaissons-le, de nombreux progrès pour la recherche, et particulièrement la recherche française, qui sera, me semble-t-il, beaucoup plus visible de la communauté internationale des chercheurs, y compris issus des pays en voie de développement et du monde économique. Il permet aussi d'envisager une mutation plus profonde du système mondial de l'édition scientifique, qui est d'ailleurs déjà à l'œuvre, connaissez-le, et qui consiste à permettre le libre accès immédiat aux écrits scientifiques publiés au sein de revues à comité de lecture. Il prend, ce dispositif, le chemin de ce que l'on appelle la voie verte, tout en incitant les acteurs de l'édition à trouver le moyen de dépasser rapidement à la voie dite dorée, ou en tout cas à un modèle de négociation où les universités et les organismes de recherche paient une seule fois pour accéder aux fonds des éditeurs, pour publier en accès immédiat et pour exploiter le dit fonds par le biais de l'exploration de textes de données, ou TDM, ou encore droit de fouille. C'est donc une évolution particulièrement importante que dessine cet article. L'article 18, quant à lui, a soulevé moins de remarques dans les auditions que nous avons pu réaliser, notamment avec mon collègue Belot, mais il est tout aussi utile aux organismes de recherche dont certaines activités peuvent nécessiter l'appariement de données distinctes
par le biais du numéro d'identification qui figure sur nos cartes vitales. Le dispositif actuel est en effet trop complexe du point de vue administratif, ce n'est pas une chose rare, pour être mis en œuvre, puisqu'il suppose qu'un décret en Conseil d'État soit pris, ce qui n'est pas à la portée, reconnaissons-le, de tous les organismes de recherche. Dans le dispositif proposé, qui est du reste très protecteur et à bon droit des données personnelles, l'INSEE pourra réaliser ses appariements après déclaration auprès de la CNIL, tandis que les organismes de recherche devront obtenir son autorisation pour chaque projet de recherche. J'en viens aux articles 22 et 23 du projet de loi. Pour ce qui concerne donc notre commission, ils sont porteurs d'évolutions très intéressantes au regard de l'enjeu juridique et économique que représente aujourd'hui l'activité des grandes plateformes comme Google, Facebook ou encore YouTube. Ces acteurs pourtant incontournables de l'Internet bénéficient aujourd'hui, reconnaissez-le, en Europe, d'une responsabilité allégée qui les place dans la même situation juridique que les hébergeurs des années 2000. Or, ces plateformes sont aujourd'hui bien plus, à mon sens, que des hébergeurs ou de simples hébergeurs de contenu mis en ligne par des tiers. Facebook tend à devenir une plateforme vidéo et YouTube une chaîne de télévision, lorsque Google, lui, diversifie massivement ses activités et désormais sont des acteurs à part entière de l'activité, notamment culturelle. Leur résonance est mondiale, évidemment, leur nombre d'utilisateurs exponentiel et leur usage, chacun le sait, totalement incontournable. C'est pourquoi leur niveau de responsabilité doit, à l'évidence, être mis en adéquation avec la réalité de leur pouvoir économique, en tout cas autant que possible dans le cadre européen actuel. Il est temps, me semble-t-il, de commencer à dessiner le statut qui sera le leur demain. Je vous proposerai donc du reste un amendement qui va un peu plus loin que le texte actuel en matière de contenu illicite. Enfin, la consultation citoyenne a fait naître, c'est son avantage, un nouvel article au sein du projet de loi, article relatif aux compétitions de jeux vidéo, parfois de sport. Celles-ci, ces compétitions, j'entends, se développent, mon cher Pascal, dans le monde entier et ont un poids économique de plus en plus important. Malheureusement, de telles compétitions sont trop souvent difficilement organisables en France de façon parfaitement légale, et c'est ce qui nous importe. En effet, elles risquent d'être assimilées à des loteries prohibées, puisqu'elles en réunissent a priori les 4 critères qui les définissent, ces loteries prohibées, je vous les rappelle: une offre publique, l'espérance d'un gain, la part même infime de hasard et le sacrifice financier exigé des joueurs. Pourtant, ces compétitions, à mon sens, ne sont pas des jeux d'argent et se rapprochent parfois du sport lui-même, la recherche de la performance étant au cœur de la démarche d'un certain nombre de ces joueurs. Pour permettre donc l'organisation en toute légalité, puisque nous sommes là pour faire la loi, de telles compétitions sur le territoire français, le projet de loi a prévu de recourir à l'ordonnance. Je ne suis pas, pour ma part, opposé au principe, au fait de légiférer par ordonnance, car c'est souvent un moyen très utile, reconnaissons-le, d'avancer rapidement sur des sujets pouvant apparaître comme techniques. Toutefois, dans le cas présent, je considère que le Parlement est à même de trouver une solution satisfaisante dans le délai imparti. Je vous proposerai d'ailleurs un amendement que je suis prêt à sous-amender pour entendre, je n'en doute pas, un certain nombre de remarques de mes excellents collègues allant dans ce sens, qui a été collaboré conjointement avec le rapporteur au fond. Je vous remercie de votre attention et je suis désormais à votre disposition. Merci, monsieur le